Suicide Girls, écrit par Aymeric Patricot, lu par Natacha Régnier et Aymeric Patricot, sur une musique d'Olivier Calmel. Première partie. Ce qu'il y avait d'ennuyeux dans ma vie, c'étaient ces images qui se présentaient à moi dans les heures de fatigue ou de grande émotion, ces images qui montaient des profondeurs pour s'épanouir à la surface comme de grands nénuphars, les images de ma propre mort. L'un de ces fantasmes avait un relief particulier. On plaquait ma tête sur le bitume avant de m'administrer un coup de fusil dans le crâne. Une sensation de soulagement, de réjouissance et de rage imprégnait toute la scène. D'où venait cette vision ? Je n'avais jamais vu d'arme à feu, sauf le pistolet à compression d'air que mon père utilisait dans son club de tir, et je n'avais jamais subi de violence. Je ne me souvenais pas non plus d'un film qui m'aurait inspiré de telles images. Cela survenait surtout à l'occasion de contrariétés, même banales, ou lorsqu'une émotion m'étreignait par surprise. Les contextes d'euphorie collective y étaient particulièrement propices. Pour peu que je me sente à l'écart ou qu'il y ait matière à s'enthousiasmer, pour une musique, un visage, une voix, j'étais pris d'une sensation d'accablement et de vacuité. Je frissonnais de sentir si proche la tentation d'en finir. Je tentais de me rassurer par le même genre de formule qu'il m'arrivait de dire aux autres. Je n'ai pas un tempérament dépressif, il y en a dans la famille, mais je n'en ai pas hérité. Maigre certitude qui s'évanouissait. Dans ces minutes-là, la volonté de mourir devenait évidente. Ce n'était pas exactement des pulsions, plutôt l'épanouissement de visions dans lesquelles je me sentais bien. Je les subissais quelques minutes, parfois quelques heures, puis elles disparaissaient. Je les imaginais rentrer dans leur ombre. La vie normale, celle que tout le monde validait et reproduisait jour après jour, reprenait son cours. Mais il y avait toujours, tapis, la possibilité que cette vie m'apparaisse soudain, dépourvue d'intérêt. Depuis 1 an maintenant, je vivais avec une jeune femme que je prenais un plaisir gourmand à appeler ma princesse. Elle-même me désignait, sur le ton grave et fébrile qui était parfois le sien, par l'expression « homme de ma vie ». J'avais fait sa connaissance lors d'un séminaire de formation pour les professeurs du secondaire. Qu'on se représente de grands bâtiments de béton gris, dans une banlieue lointaine, sur fond de ciel blanc. Au bout de couloirs interminables, dans une de ces salles blafardes où sévissaient de brillants conférenciers, j'avais abordé cette fille dont les regards profonds et lumineux, la beauté distinguée, la délicatesse, avaient éclipsé toutes les autres. Elle m'avait répondu par des attentions discrètes, des sourires sensibles. Je venais de décrocher le concours pour être professeur, après des années d'angoisse à l'idée de rester à jamais étranger au monde du travail. Et je me croyais plus serein d'un point de vue affectif. 5 années d'échecs amoureux, puis 5 années de retapes festives, m'avaient fait atteindre le rivage de la trentaine, persuadé d'être assez solide pour susciter l'amour, le véritable, et l'éprouver en retour. Laurence est alors apparue dans mon existence comme un ange descendant du ciel. Il n'y a pas d'image assez lumineuse pour traduire l'évidence et la grâce de cette rencontre. Elle habitait encore chez son ancien petit ami, mais, à écouter le portrait terrifiant qu'elle dressait de leur vie commune, le dégoût que lui inspirait leur relation aurait suffi à la jeter dans mes bras. Quelques semaines après avoir fait connaissance, nous emménagions dans un bel appartement des quartiers populaires de Paris. Les compliments sur notre intérieur, délicat et coloré, sanctifièrent bientôt notre couple. Laurence avait un sourire radieux qu'elle arborait au moindre prétexte. Elle lisait beaucoup, fréquentait les musées, les salles de cinéma, revendiquait des goûts simples mais éclairés. Elle faisait preuve d'un snobisme léger mais clairement défini, et s'il était agréable de parler avec elle, longuement, d'une œuvre qu'on avait aimée, en revanche, il était difficile de la faire venir à ce qu'elle jugeait vulgaire ou superficiel.
Mais qu'importe, j'étais séduit par son charme, par cette gentillesse à fleur de peau que je croyais également mienne. L'enthousiasme qui nous prenait à l'idée de visiter ensemble une exposition, de partir en voyage ou de choisir une décoration nous faisait tenir pour quantité négligeable tout ce qui nous séparait par ailleurs. Mon goût pour la polémique, mon caractère parfois ombrageux, mon besoin de solitude. Laurence me donnait envie d'élire le meilleur en moi, tout le reste s'oublierait de lui-même. J'aurais cependant dû m'avouer qu'il y avait des pans de mon histoire que je gardais secrets. Je ne parlais pas à Laurence notamment, du fait que je soupçonnais mon père de s'être suicidé. Les témoignages d'amour maladroit et empressé qu'il m'avait adressés quelques heures avant son accident m'avaient toujours laissé croire qu'il avait lui-même provoqué son embardée contre le camion. Pendant toutes ces années, j'avais répété un nombre incalculable de fois à ceux qui me posaient des questions. Je suis persuadé, moi, qu'il s'agit d'un suicide. Comme certains dans la famille remettaient en cause cette version des faits, j'avais à la réaffirmer jour après jour. Et c'est ce fantôme de vérité qui s'est tout à coup matérialisé 10 ans plus tard, dans les étranges affleurements de la tentation du suicide en moi. Étais-je si désespéré ? Ces accès préparaient-ils le chemin pour des pulsions plus nettes, des gestes définitifs ? Lorsque je cherche à faire le portrait de mon père aujourd'hui, je bute sur une difficulté propre à l'exercice. Il me faut définir l'angle, la chronologie, les faits, l'atmosphère, dans une matière aussi potentiellement infinie que le monde lui-même. Et pourtant, je connaissais très peu cet homme. Peut-être suffirait-il de creuser les éléments dont je dispose, de faire une liste exhaustive de tout ce qui me vient à la conscience. Mais c'est précisément à ce moment-là que le jeu devient cruel. Car je devine la profondeur du personnage, la complexité de ses choix, l'intensité de ses émotions malgré le peu qu'il offrait à voir. Et le risque est de paraître lui faire insulte en déployant de si maigres connaissances par rapport à ses mystères. C'était un homme étonnamment secret, malgré le culte qu'il vouait à la famille, et je ne sais plus quoi présenter de lui sinon quelques images banales, insupportables par leur banalité même, et qui ne me semblent pas à même d'éclairer quoi que ce soit dans sa volonté d'en finir. Au moins pourrais-je me concentrer sur un aspect de notre relation, cette part infime où quelque chose passait entre nous, ce qu'on pourrait appeler l'affection. Mais ce mince échange ne ferait que mettre en lumière l'immense obscurité, l'immense continent de lui-même qu'il maintenait cadenassé. C'est d'ailleurs cet amour absurde de la pudeur que je soupçonne aujourd'hui avoir été la cause première de son désespoir. Son propre père était un taiseux. Brillant ingénieur, issu d'une lignée de cultivateurs, il avait gardé de son éducation modeste et traditionnelle le goût pour l'effort et la discipline. Il s'était marié avec une fille de bonne naissance, dont les frères et les cousins s'employaient depuis plusieurs années, par leur fantaisie, leur inconséquence, à dilapider le patrimoine. Mon père était donc issu d'une famille de la petite bourgeoisie, sévère par ses principes, chaleureuse par son amour, hantée par certaines rêveries de folie sympathique. Lui-même avait suivi sans faillir des études de médecine et s'était engagé, en épousant ma mère, dans une parfaite vie de bourgeois respectable, élevant 3 enfants dans un idéal de savoir-vivre et de saine ambition, travailler à l'école, savoir se tenir à table, développer ses talents. Le tout saupoudré de principes un peu plus rigides et contestables, hérités d'un vieux fond de paysannerie conservatrice, au premier rang desquels le formidable « on ne parle pas de soi », supposé couper court à toute tentation de narcissisme. J'ai longtemps trouvé condamnable ce genre de principe, évoluant d'ailleurs dans des milieux, comme la faculté de lettres, très critiques envers ce qu'on appelait les valeurs bourgeoises. Pourtant, des années plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait là de l'ambition, en tout cas l'ambition de bien faire, et que cela n'allait pas sans courage. Serais-je capable un jour de consacrer à mes enfants autant de temps, de suivre aussi précisément leur parcours, d'accorder autant d'importance à leur éducation ? Le drame de mon père avait été de placer au pinacle l'idéal familial et de voir le bel édifice se fissurer. Si je cherche à comprendre aujourd'hui l'origine du malaise, le sien, puis celui de tous ses proches, si je cherche à percer à jour les échecs, les hypocrisies, les faiblesses, pour ne pas à mon tour m'y noyer, je n'arrive plus à porter sur l'ensemble un regard si critique.
En apparence, tout allait bien pourtant. Grande maison dans une jolie banlieue normande, beaux enfants sans problème, couple harmonieux d'un point de vue physique aussi bien que social, aisance financière, activités diverses et communes comme les jeux de société, les promenades en forêt, les soirées cinéma. Mon père était aimé par sa famille et ses patients, du moins tout semblait le montrer. Massif et bel homme, il passait pour gentil, cultivé, modeste. Il avait en outre la réputation de plaire aux femmes, ce qui me surprenait lorsque je pensais d'une part à sa terrible timidité, d'autre part à sa non moins terrible rigidité éducative. La sévérité dont il faisait preuve à la maison s'évanouissait dans d'autres circonstances, ce qui m'a longtemps fait dire, de manière assez caricaturale, qu'il compensait sa faiblesse dans le monde par une certaine tyrannie familiale. La machine aurait pu fonctionner, si ce n'est que, pensée à l'extrême, placée sous l'œil vigilant d'une moralité permanente, elle ne tolérait pas le moindre écart. Pris au piège par son idéal de virilité silencieuse, mon père s'interdisait d'exprimer ses doutes, ses douleurs. Ils étaient nombreux. Je suis persuadé que cette rigueur l'a tué. Il allait jusqu'à se retenir de parler de son passé. Les rares éléments biographiques dont je dispose relèvent davantage de la légende. Je suis le produit de cette fabrique de valeurs, fabrique dans laquelle un rouage a sauté. J'en ai la couleur, le goût, l'apparence, les bonnes manières, le langage, le réflexe de vie réglé, tout en ayant développé de singuliers symptômes de défense, un sidérant besoin d'autonomie, l'incapacité de m'insérer dans un monde professionnel contraignant, la méfiance par rapport à tout principe d'autorité, la conscience aiguë de la dérision de nos vies, voire de la folie qui sous-tend l'ensemble, le plaisir et le besoin d'observer, de réfléchir, de décrire. Sans oublier l'apparition des bouffées suicidaires. Mimétisme, désespoir, elle me procurait l'étrange sensation non pas de faire vaciller ma vie, mais de s'inscrire en son cœur et de menacer de l'engloutir tout à fait. Essayant de me rassurer, je tenais ces instants-là pour isoler. Je devais pourtant reconnaître qu'il faisait des ravages. Je me retranchais progressivement dans une vie solitaire, limitant les contacts avec les amis. Mes collègues, je les évitais si possible, et je ne répondais plus au téléphone. J'avais pour excuse qu'il était confortable de savoir ce que les gens avaient à vous dire avant de prendre le temps de leur parler. En vérité, le seul confort était de n'avoir de compte à rendre à personne. Tout ce qui sauvegardait ma paix, l'eau dormante de ma personnalité, je l'accueillais avec joie. La raison profonde de ce retrait, davantage que la paresse, ou le besoin de faire le point, c'était bien sûr la conscience d'avoir toutes ces choses en tête. Je ne voulais pas inspirer la pitié, ni faire peur. Plus généralement, je me sentais décalé. J'enviais parfois le bonheur simple des autres, mais j'observais leurs faits et gestes comme de jolies curiosités. J'éprouvais pour eux de l'indifférence et même de l'écœurement. Ces joies mécaniques, cette efficacité dans la gestion des jours, je ne pouvais plus m'y reconnaître. S'il pouvait paraître bon pour mon équilibre mental de fréquenter ces gens-là, je finissais par trouver l'exercice périlleux, car il accentuait mon sentiment que la vie filait entre mes doigts. Cette solitude aurait pu me rapprocher de Laurence. Nous avions le rêve d'un amour exclusif, vivant de sa seule force. Elle-même se disait assez timide et n'avait pas beaucoup d'amis. Elle fantasmait un amour fusionnel, et nos caractères semblaient faits l'un pour l'autre. Mais c'était sans compter cette noirceur qui fleurissait en moi. Déjà, certains aspects de ma personnalité commençaient à déplaire à Laurence, comme la véhémence, la susceptibilité, une tendance à la mesquinerie. C'est le jour du maillot de bain que tout a commencé. Je n'avais pas envie d'aller à la piscine, surtout avec la classe. Pendant l'heure, je n'ai pas du tout remarqué l'effet que je faisais. Il y avait une fille, Isabelle, qui avait déjà son corps de femme en ce début de 6e, et j'étais heureuse qu'elle attire l'attention. Je grelottais sur les bancs, je grelottais sur le plongeoir, je grelottais même dans l'eau.
J'étais loin d'imaginer que mon corps maigre et noueux, traversé par l'angoisse d'avoir trop froid, puisse me valoir des ennuis. J'ai perçu le malaise dès le retour au vestiaire. Les filles empruntaient des couloirs différents de ceux des garçons. Pourtant, quelques-uns se sont faufilés jusqu'à nos cabines et se sont mis à tambouriner contre les parois. Ils ont fait le plus de bruit possible jusqu'à l'arrivée d'un professeur. Alors, ils ont déguerpi dans un grand rire. Plusieurs filles sont sorties du vestiaire pour protester contre l'intrusion. Elles osaient même s'exposer dans le couloir en petite tenue, et je les ai soupçonnées d'y prendre du plaisir. Avait-elle entendu comme moi, dans les cris des garçons, certaines syllabes de mon prénom? Je me suis vite rhabillée, toujours aussi tremblante. Les questions fuyaient quand je voulais les saisir. C'est de cette période-là que date le trou dans ma tête. Cette impossibilité de comprendre quand on me dit « jolie ». La connexion ne se fait pas. Je ne vois pas quel peut être le rapport entre mon corps et ces mots. À l'époque, je n'avais encore jamais regardé mon corps et les garçons ne m'intéressaient pas. Maintenant encore, j'entends quelque chose de scandaleux dans les compliments qu'on m'adresse. Bien sûr, ils ne m'ont valu que des ennuis, mais surtout, je ne saisis pas leur sens exact. Je ne vois pas ce qu'on attend de moi. Ces mots me tombent dans la tête comme dans une grande boîte un peu vide. En primaire déjà, je n'aimais pas le contact avec les autres. Je restais dans mon coin. Quand on m'appelait, bien sûr je venais. J'étais une petite fille bien éduquée. Mais je m'agitais dès que la présence des autres devenait une contrainte. J'y voyais une menace, quelque chose de pesant. La conséquence sans doute de ce que je vivais à la maison. Mon père était un gueulard, et le fait que ma mère l'ait mis à la porte le jour de mes 3 ans confirmait les craintes que je pouvais avoir de lui quand je le voyais le week-end. À mon entrée en 6e, dans un collège du centre-ville de Cherbourg, au début des années 90, je me suis sentie dans la peau d'un vilain petit canard. Mon rêve aurait été que personne ne me regarde jamais, et c'est avec beaucoup d'inquiétude que je voyais mon corps changer. Je ne cherchais pas à savoir ce qu'il allait devenir, je me contentais de baisser la tête. Ce fameux jour de la piscine, j'avais surtout peur d'être disgracieuse et que la moiteur et le spectacle de nos corps nus démultiplient les cruautés. Je trouvais les adultes vicieux de nous imposer cette épreuve. Je n'avais encore jamais subi de véritable méchanceté, mais je me doutais que j'aurais à en vivre l'expérience. Je n'ai pas réagi quand les premières brimades sont survenues. J'étais surprise. Il semblait y avoir un malentendu. Dans la classe, c'était Isabelle, la jolie fille. Quand elle est venue me voir un jour pour me déclarer très sûre d'elle que certains garçons m'avaient trouvée belle, j'ai failli pleurer. On me parlait si peu, et c'était maintenant pour m'apprendre cette chose. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Je l'ai remerciée, puis elle a tourné les talons sur une expression de mépris. J'ai gardé la même attitude les jours d'après. Le regard des garçons changeait vite. Je les entendais pouffer quand je longeais les couloirs. Certains n'hésitaient pas à me dévorer des yeux pendant les cours. Je les trouvais immatures. J'étais plus grande qu'eux, leurs blagues me consternaient, et cette manière de s'échauffer dans les rires et les bousculades. Mais je m'estimais plus petite. Le nombre et le courage qu'ils se donnaient ensemble grandissaient leur présence, et le collège m'est apparu comme un endroit gigantesque, déserté par les adultes, truffé d'endroits secrets. Quand une file d'attente s'annonçait, ou qu'un mouvement de foule compressait les élèves, je me contractais pour supporter ce qui m'attendait. On me bousculait. Un garçon me poussait de l'épaule,
le voisin me poussait à son tour. C'étaient des gestes brutaux, sans complexe. J'entendais parfois des phrases comme « T'es belle » ou « Je te baise », mais elles venaient de derrière ou de garçons qui cachaient leur bouche, et quand j'en surprenais un, il répondait par un coup plus brutal, d'un air plus méchant, sans le sourire honteux que j'avais d'abord perçu sur les lèvres. Mon calvaire a duré 4 ans, toute la durée du collège. Je me suis contractée, petit à petit. Et c'est de cette façon qu'il n'y a pas eu de rupture dans mon attitude. Mes parents ne se sont jamais alarmés, du moins, pas au point d'aller se plaindre au principal. 3 semaines après la première séance de piscine, un garçon s'est collé contre moi parmi les élèves qui montaient vers la cantine. Il m'a plaqué dans un angle et s'est frotté bizarrement à moi, cherchant à faire pression avec son bassin. L'endroit était bien choisi, nous ne gênions pas l'avancée des élèves. Je les voyais défiler, sages et presque mornes, dans le dos du garçon qui poussait des gémissements. C'était vraiment un fleuve qui s'écoulait autour de nous. Quand des regards se posaient sur nous, ils se détournaient aussitôt, happés par le mouvement général. Je me suis figée, guettant ce qu'il allait dire, prête à subir encore une fois ce mot « belle ». Mais le garçon n'a rien dit. Il s'est détaché de moi quand la foule s'est clairsemée, puis s'est dépêché vers les étages. J'ai repris mécaniquement la montée jusqu'à la cantine, avec l'espoir qu'on ait oublié cet écart. J'avais en tête l'image de la courbe que faisait mon corps pour rejoindre le flux des élèves. Arrivé dans la salle, je me suis vite installée sur le premier banc. J'ai désespérément joué la fille normale, reprenant avec conviction de la purée, servant de l'eau à mes voisines, intervenant dans la conversation. J'avais peur de me mettre à hurler. Si j'avais été seule avec le garçon, je l'aurais frappé. Les choses étaient claires au fond. C'était lui l'agresseur. Le fait qu'il m'ait collé contre le mur avait simplifié les choses. Ce n'était plus cette tension diffuse, courant dans la présence des autres. Le voile s'était déchiré. L'agresseur avait montré son visage. Je me doutais que la lutte ne cesserait plus jamais. Ces garçons me faisaient pitié. Je ne les trouvais pas beaux. Je voyais qu'ils se précipitaient quand ils traversaient la cour. J'étais persuadée qu'ils avaient peur en général. Ils me faisaient une impression de misère et je me rappelais les gémissements qu'avait poussés l'autre, dans le coin. C'était ce qu'ils avaient à me dire, des râles et des soufflements, des cris poussés jusque dans mon corps. Ils n'étaient même pas moins beaux ou moins intelligents, simplement de petits êtres qui s'agglutinaient les uns sur les autres. Et puis lentement, la peur a gagné du terrain. C'était comme une porte ouverte en moi. J'imaginais déjà toutes les forces extérieures m'envahir. J'avais beau me contracter, mes défenses tombaient. Je découvrais de grands espaces à l'intérieur, de véritables territoires ouverts à tous les vents, que je devais maintenir cachés si je ne voulais pas qu'on les pille. Je n'avais déjà pas beaucoup d'amis, mais je me suis mise à détester les filles. Nous étions séparés. Les garçons, je les craignais, mais je ne les haïssais pas. Je me préparais seulement à les affronter. Isabelle, qui m'avait pourtant fait du mal, s'était davantage intéressée à moi. Je voyais bien qu'elle m'épiait, qu'elle s'approchait de moi. De temps en temps, sous un prétexte futile, elle m'adressait la parole. Elle cherchait à paraître aimable, mais elle n'arrivait pas à sourire. Elle prolongeait la conversation pour tenter de me convaincre que j'étais une fille comme les autres, presque une amie. Je jouais le jeu bien mieux qu'elle depuis le temps que je m'efforçais d'être normale. Elle m'en a beaucoup voulu pour ça. Quand elle s'approchait, je la trouvais grande. Elle me dépassait d'une tête et se tenait bien fière.
Je n'avais pas sa poitrine, je n'avais pas son allure, ni ses longs cheveux bouclés. Je n'étais pas jalouse de son physique. J'étais même très heureuse qu'elle soit en avance sur nous. Je voulais qu'elle reste à jamais dans l'esprit de mes camarades la plus belle fille de la classe. Ce qui me mettait en colère, c'était justement qu'elle ne s'attirait pas ce que je m'attirais moi.